quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions. Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'ASAP, le podcast qui décrypte le monde du travail. Mais lorsque le cornac, vu que cette pêche gigantesque, une force extraordinaire ne bouge plus bas, il attache à une corde qui revient piquer, il enfonce le piquet dans ce, les piquets terminés. L'éléphant d'une force extraordinaire, il ne bouge plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Cette semaine, mon invité est Claude Oudiz, consultant et formateur en comportement des organisations. Claude va partager avec nous des madeleines. Ce sont des petits contes qui amènent chacun à réfléchir. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Pendant 15 ans, j'ai été directeur commercial. Et en tant que directeur commercial, si je voulais acquérir des parts de marché supplémentaires, soit je pouvais le faire en faisant des coûts commerciaux, mais le problème des parts de marché que tu acquiers avec des coûts commerciaux, c'est que les autres te le reprennent, la concurrence te le reprend avec d'autres coûts commerciaux. Si tu veux acquérir durablement des parts de marché, il faut que tu améliores le professionnalisme de tes équipes. D'accord ? Et pour améliorer le professionnalisme de tes équipes, il n'y a pas 36 solutions, il faut les former. Il faut que tes commerciaux soient plus professionnels que les autres. Ce qui te permet donc de prendre des parts de marché plus durables. Et pour les récupérer, la concurrence doit mettre très très cher. Et à bout d'un certain temps, ils ne suivent plus. Pour améliorer le professionnalisme des commerciaux, il faut les former. Alors, le problème de la formation, il est très simple. C'est qu'après 3 semaines, il ne reste plus rien, quoi. Après 3 semaines, il reste quoi, 5 à 10% du contenu qui est mémorisé, tu vois. Et ça, c'était mon problème. Et donc, pendant 15 ans, la façon dont j'ai résolu ce problème, c'est j'ai fait des hiérarchiques immédiates des commerciaux, c'est-à-dire des directeurs régionaux, j'en ai fait des formateurs. Et donc, j'ai investi longtemps, de nombreuses années, sur les directeurs régionaux pour qu'ils deviennent formateurs eux-mêmes. Ce qui veut dire que c'était les gardiens du temple des formations leur permettant d'être de meilleurs communicants, de meilleurs vendeurs, leur permettant aussi bien de bien prospecter que de bien communiquer, de bien fidéliser. Disons que ça marchait, mais c'était vraiment très coûteux. Tu vois. Et puis, quand j'ai quitté ma fonction de directeur commercial, donc je me suis lancé, j'ai été mis en rapport avec des gens qui utilisaient une technique américaine qui s'appelait les modèles gamme. Et les modèles gamme, c'était assez extraordinaire parce que les gars disaient, pour qu'un concept soit bien mémorisé, il faut un triptyque univoque. Il faut qu'il y ait une image, un titre et un concept. Et ce trio univoque permet une mémorisation bien plus efficace. Et je me suis dit, mais c'est ça dont j'avais besoin pour la formation. J'avais besoin d'avoir un outil de mémorisation supérieur. Et à cette technique des modèles gamme, j'ai ajouté un 4e élément qui est l'histoire, en considérant que l'émotion, en fait, c'est même le principal vecteur de mémorisation. Donc, si tu utilises le quatuor, je dirais, titre, concept, image, histoire, et que tu l'associes même à un 5e élément qui est une situation que toi, tu as vécue, où tu as expérimenté le concept dont on parle, alors, je dirais que tu as le quintet de gagnant. C'est-à-dire que les gens mémorisent durablement ce dont tu leur parles. Et j'ai appelé ça des madeleines en référence à l'expérience sensorielle de Marcel Proust. Et donc, depuis près de 20 ans maintenant, j'ai le plaisir de faire des séminaires et des formations comportementales qui se basent, qui utilisent ce concept des madeleines et qui permettent à des gens que j'ai formés il y a 15 ans de se souvenir parfaitement de certains éléments des contenus qui les ont marqués. Tu vois. Alors, par exemple, quand les gens me disent « Ouais, mais l'émotion », je leur dis mais, « Où est-ce que, tiens, Alexandre, où est-ce que toi, tu étais le 11 septembre, lorsque les deux Chez mon oncle. Est-ce que tu es certain de ça ? Oui. Et où est-ce que tu étais le 12 septembre 2016 ? Impossible, je ne sais pas. Donc, l'émotion est le principal vecteur de mémorisation. D'accord ? Et donc, si tu as dit les 5 éléments dont je te parle,
les gens s'en souviennent durablement et c'est donc ce que je fais. Et donc, ma spécialité, c'est d'être consultant en comportement d'organisation. Les Américains appellent ça OB, Organizational Behavior. Dans toutes les facs américaines, tu as des départements OB. Tout le monde fait du OB, tu vois. En France, non, ça ne se fait pas, tu vois. Et quand j'ai fait l'INSEAD, en fait, j'avais un prof de OB absolument remarquable qui m'a donné envie de faire ça. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Et donc, c'est pour ça que je suis consultant et formateur en comportement d'organisation. Alors souvent, quand je dis comportement en organisation, les gens n'annonchent pas qu'est-ce que c'est. Alors souvent, je raconte une histoire pour expliquer ce que c'est. Est-ce que tu sais, Alexandre, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cornac? Un cornac, c'est le guide des éléphants. Cornac, c'est un mot indien. Et cornaquer, d'ailleurs, signifie guider. D'accord. Et un éléphant, dans sa vie, n'a qu'un cornac. Mais un cornac peut avoir plusieurs éléphants. Et lorsque le petit éléphanteau vient d'être sevré du lait de sa maman, ce que fait le cornac, c'est qu'il attache à une corde qui relie un piquet. Il enfonce profondément le piquet dans le sol. Et pour le petit éléphanteau, c'est une privation de liberté insupportable. Il ne peut plus rejoindre sa maman. Il tire de toutes ses forces sur le piquet, mais c'est impossible. Pendant des heures, il s'échine, c'est impossible. Et le cornac va laisser le petit éléphanteau attaché au piquet 2 jours. Et au bout de 2 jours, l'éléphanteau, il est mort. Enfin, il est mort. Il est épuisé. Enfin, il est épuisé, mais il est résigné. Il a compris que ce n'était pas possible. Et donc, au bout de 2 jours, le cornac libère le petit éléphanteau qui, trop content, court rejoindre sa maman. Et puis les jours, et puis les semaines, et puis les mois, et puis les années passent. Et le petit éléphanteau est devenu un éléphant adulte d'une force herculéenne. Un éléphant adulte, c'est capable de déraciner un arbre. Mais lorsque le cornac veut que cette bête gigantesque, d'une force extraordinaire ne bouge plus, il attache à une corde qui relie un piquet, il enfonce le piquet dans le sol, et puis terminé. L'éléphant adulte, d'une force extraordinaire, il ne bouge plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Il a le souvenir de ce qu'on lui a infligé plus tôt. Ouais, il se souvient que c'est impossible. Et donc, l'éléphant adulte, il ne bouge plus. Mais l'éléphant adulte, le piquet, il pourrait l'envoyer valdinguer d'une pichenette. Jamais de toute sa vie, l'éléphant adulte ne retestera sa force contre le piquet. En fait, jamais de toute sa vie, l'éléphant adulte ne remettra en cause cette croyance invalidante. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite histoire? Elle dit les barrières sont dans ma tête plus que dans la réalité. Et il n'y a pas que les éléphanteaux. Tous autant qu'on est, on a subi des situations d'échec quand on était plus jeune. Et souvent, de ces situations d'échec, on a conclu c'est impossible. Impossible. Moi, je me souviens, ma maman m'a toujours dit que je chantais comme une casserole. Quoi. Et puis, vers l'âge de 30 ans, j'ai un copain qui m'a dit « Mais pas du tout, tu chantes très bien ». C'est un pieu que j'avais dans la tête. On a tous des blocages, tu vois. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que c'est plus facile de détecter les pieux des autres que les siens. La paille, la poudre. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque je veux mettre en place des politiques de transformation, mon job, c'est d'aider mes collaborateurs ou mes collègues à détecter leurs pieux puis de les aider à les enlever. C'est plus facile pour moi que pour eux, tu vois. Et en fait, si je fais référence à la métaphore de l'éléphant adulte, il sait très bien comment enlever un pieu, il sait très bien. Donc, ce n'est pas un problème de connaissance. Et puis, l'éléphant adulte, il a la force pour le faire. Donc, ce n'est pas un problème de compétence, mais il ne le fait pas. Et donc, si l'éléphant adulte ne le fait pas, ce n'est pas un problème de connaissance. Ce n'est pas un problème de de compétence, c'est un problème de comportement. Ce qui signifie que l'efficacité et le professionnalisme au sein des équipes ne dépend pas que des connaissances et des compétences. L'efficacité et le professionnalisme au sein des équipes dépendent aussi des comportements. Or, on constate quoi? On constate que la plupart des managers passent beaucoup de temps à alimenter en connaissance leurs équipes.
Il passe beaucoup de temps à les faire monter en compétences. Il passe très peu de temps à améliorer les comportements individuels et collectifs. Donc, ce que dit cette petite histoire, cette Madeleine, elle dit « Passez plus de temps à améliorer les comportements individuels et collectifs. Faites en sorte que vos collaborateurs au sein de vos équipes se sentent bien dans leur équipe. C'est une équipe où on pratique l'équité. C'est une équipe où on pratique la bienveillance, hein, où les gens sont tolérants les uns vis-à-vis des autres. C'est une équipe où ma contribution est reconnue à sa juste valeur. D'accord ? Donc, passer plus de temps à améliorer les comportements est un gage d'efficacité et de professionnalisme des équipes dont on a la charge et qu'on anime. Et donc, mes petites Madeleines, mes petites histoires ne traitent que de comportement. Il ne s'agit pas de connaissances, il ne s'agit pas de compétences, il s'agit de situations comportementales. Donc voilà ce que c'est en gros que OB, Organizational Behavior. C'est un pieu que j'aimerais. On a tous des blocages. Je t'avais proposé un titre qui était « Empathie, sympathie, que choisir ». Mais avant même de définir la sympathie, avant même de définir l'empathie, je dirais même avant même d'aborder le choix, laquelle des deux choisir, entre la sympathie ou l'empathie, car on verra que chacune joue un rôle clé dans leur définition. Je voudrais parler d'émotion. Pourquoi ? Parce que cette émotion joue en fait un rôle clé dans leur définition réciproque, à la sympathie et l'empathie. Et pour parler d'émotion, je vais te raconter un petit conte japonais. C'est l'histoire d'un samouraï qui revient de la guerre. Et il a connu l'enfer. La bataille auquel il a participé a été un désastre absolu, total. Il a perdu tous ses soldats, il a perdu tous ses amis, son clan a été décimé. Donc il a connu l'enfer. Il s'extirpe douloureusement du champ de bataille. Et il chemine isolément sur un sentier. Et sur le bord du chemin, il rencontre un moine zen. Il a connu l'enfer. Et l'autre, il est zen, quoi. Et le moine zen, c'est toi, Alexandre, d'accord ? Le samouraï se précipite vers le moine zen. Il dit « Attends, moine zen, moi, j'ai connu l'enfer. Tu sais ce que c'est, l'enfer ? Alors tu sais ce que tu vas faire, toi qui es zen. Tu vas me définir l'enfer. Et tiens, pendant que tu y es, définis-moi le paradis, et vite. » Et Alexandre, le moine zen, il regarde le samouraï et puis il lui dit va-t'en, rustre, je ne veux rien avoir à faire avec des gens de ton espèce. Alors pour le coup, le samouraï est bien cinglé, quoi. Il dégaine son sabre. Il dit mais attends, est-ce que tu réalises que je pourrais te trucider pour ton impertinence? Tu réalises ça? Et Alexandre, le moine zen, il regarde le samouraï et lui dit « Ça, là, ça, c'est l'enfer. » Alors le samouraï est un peu interloqué quand même. Donc il médite la profondeur des propos d'Alexandre. Il se calme. Il dit « Mais oui, t'as raison, tu as raison. » Il rengaine son sabre. Il dit « Tu vois là, moine zen, grâce à toi aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, j'ai réalisé quelque chose. » Je prosterne. Mais Alexandre, le moine zen, il regarde le samouraï et il lui dit « Ça, là, ça, c'est le paradis. » En fait, ce petit conte japonais dit quoi? Il dit « Je ne laisse pas mes émotions guider mes actions. Je ne laisse pas mes émotions fausser mon jugement. » Or, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand on est sous le coup d'une forte émotion,
que ce soit l'euphorie, que ce soit la fureur, que ce soit le stress, d'accord? On n'a plus accès à ces facultés de sérénité, de lucidité. On n'y a plus accès. C'est bloqué, d'accord? Il y avait une poétesse grecque qui s'appelait Sappho, qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il paraît que c'est la première poétesse du monde occidental, hein, mais elle disait un truc intéressant. Sappho, elle disait, dans la colère, rien ne convient mieux que le silence. On la ferme, on la boucle. Pourquoi? Parce que sous le coup d'une forte émotion telle que la fureur, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, je vais le regretter amèrement. Donc je la boucle. D'accord. Confucius disait, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Jamais. Et donc, sous le coup d'une forte émotion, tu vas voir ta compagne et tu dis, il m'est arrivé un truc horrible au boulot, hein, et puis tu lui demandes conseil. Eh bien, moi, je peux te prévoir, Alexandre, que ta compagne sera mauvaise conseillère. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça ne faudra pas lui dire. Elle sera mauvaise conseillère parce qu'elle t'aime trop. D'accord. Et donc, son conseil sera trop biaisé par son émotion. Donc, imagine que tu reçois un mail d'un client et ce mail est insultant et d'une mauvaise foi insupportable. Est-ce que tu réponds immédiatement? Ah non, je faisais ça quand j'étais jeune, mais c'est pas une bonne chose. T'as appris. Moi, je réponds immédiatement, moi. D'accord. Mais j'en mets pas de destinataire. Je réponds immédiatement parce que ça me soulage. Mais je ne mets pas de destinataire. Mais tu as raison, bien sûr. On apprend qu'il ne faut jamais répondre tout de suite. D'accord. Et en fait, ce qu'on dit, c'est on dort là-dessus. Et ça signifie qu'on dort là-dessus, c'est je vais recouvrer ma sérénité, ma lucidité avant de répondre. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est sous le coup d'une très forte émotion. Non pas l'émotion, parce que l'émotion joue un rôle important dans le jugement qu'on porte, dans les décisions qu'on prend, mais la forte émotion peut te faire perdre l'accès à tes facultés de sérénité et de lucidité. Et la forte émotion joue un rôle important dans la définition qu'on va donner à l'empathie et à la sympathie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Qu'est-ce que c'est que la sympathie? D'accord. Empathie et sympathie. Empathie, je me mets dans les baskets de l'autre. Je me mets complètement à la place de l'autre. Sympathie, même chose. Je me mets dans les baskets de l'autre, je me mets complètement à sa place. Mais sympathie, non seulement je me mets à sa place, mais je partage ses émotions. Alors que empathie, je me mets à sa place, mais sans partager ses émotions. Donc imaginons, Alexandre, que ton meilleur ami vienne te voir. Et il vient te voir, il dit, Alexandre, mon patron a été horrible, il faut que je te raconte, c'est horrible. Il est triste et furieux à la fois. Et il te raconte. Et ce qu'il te raconte, et en fait, c'est horrible. À un moment, tu lui dis, mais c'est affreux. Comment il a pu te dire ça, tu vois? Est-ce que c'est important pour ton ami de voir que tu partages tes émotions? Sans doute, oui. Oui, parce que si tu ne partages pas ses émotions, il va se dire, Alexandre, il est indifférent, quoi, il s'en fout. D'accord. Donc c'est important pour lui de voir que tu partages tu n'es pas indifférent, tu partages ses émotions. Hein. Et donc ça va l'inciter à vider son sac, tu vois. On dit souvent, l'émotion fond dans la verbalisation. Et donc, il te parle et puis il vide son sac. Mais au bout d'un certain temps, il dit, Alexandre, tu serais à ma place. Qu'est-ce que tu ferais? Et là, 2 scénarios possibles. Soit tu es toujours en situation de sympathie, c'est-à-dire non seulement tu es dans ses baskets, mais tu partages ses émotions. Et le conseil que tu vas donner sera un mauvais conseil. Ou bien, 2-3 minutes avant qu'il te pose cette question, tu t'es toi-même volontairement mis en situation d'empathie. C'est-à-dire, tu as arrêté de partager ses émotions et tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Où on va? Et lorsque 3 minutes plus tard, il te pose la question, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ton conseil sera beaucoup moins influencé par l'émotion et il sera beaucoup plus avisé. Alors, ce qu'on dit, c'est on va utiliser la sympathie pour construire la relation.
Et on va utiliser l'empathie pour délivrer un message ou donner un conseil. Et durant le dialogue que j'ai avec mon interlocuteur, je vais arbitrer. À quel moment approfondir la relation? À quel moment délivrer un message? Donc à quel moment je me mets en situation de sympathie, à quel moment je me mets en situation d'empathie, et puis j'arbitre. Sachant que d'après toi, quelqu'un vient te voir, il est assez embêté, il a quelque chose qui le chiffonne. Est-ce que tu te mets immédiatement en situation de sympathie ou d'empathie? Écoute, si je suis ce que tu viens de me dire, je serai d'abord en sympathie avant de me mettre en empathie. Autrement dit, dès que quelqu'un vient vous voir, il a un problème, il veut vous en parler, il faut immédiatement se mettre en situation de sympathie. On commence toujours par la sympathie. Maintenant, à vous d'ajuster en fonction de votre intuition. D'accord, à vous d'ajuster entre, bon, ça va, j'ai suffisamment construit la relation, je l'ai suffisamment approfondie pour me mettre en situation d'empathie au cas où j'ai besoin de donner un conseil ou délivrer un message. D'accord, et puis ça juste. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas à choisir entre empathie et sympathie. Ou plutôt, il y a à choisir à quel moment je me mets volontairement en situation de sympathie et quel moment je me mets volontairement en situation d'empathie. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est sous le coup d'une très forte émotion. Il y a un homme politique qui s'appelle Mazarin. Et cet homme politique, en fait, c'était un jeune négociateur amené de Florence par un groupe de plénipotentiaires de la famille des Médicis pour négocier avec Richelieu. Puis à la fin de la négociation, ils se mettent d'accord. Puis lorsque arrive le moment de la signature, il y a Richelieu qui dit « Je suis d'accord à une condition. C'est que le petit jeune là, Mazzarino, il reste avec moi. » Parce qu'il avait décelé chez lui une intelligence exceptionnelle, brillante, d'accord. Et un peu étonné, le groupe de plénipotentiaires florentins, mais il dit d'accord, ok. Et il laisse donc Mazarin, qui va devenir le bras droit de Richelieu. Un esprit, encore une fois, brillantissime, qui le forme. Et à la mort de Richelieu, celui-ci, juste avant de mourir, convainc Louis XIII, il n'a pas eu mal persuadé très longtemps, que le futur Premier ministre de la France doit être Mazarin. Et comme Louis XIII meurt très peu de temps après Richelieu, en fait, Anne d'Autriche, par fidélité à son mari, prend comme Premier ministre Mazarin. Et Mazzarino, d'accord, c'était un rital, c'était insupportable, il y avait un accent à couper au couteau, ce qui veut dire que la noblesse française, qui n'arrêtait pas de se tirer dans les pattes, d'accord, chaque fois qu'il s'agissait de Mazarin, comme dit Brassens, tout le monde se réconcilie pour lui taper dessus. Qu'est-ce que c'est que ce rital qui veut gouverner la France, tu vois? Et donc Mazarin, il savait qu'il était mal embarqué. Et donc Mazarin, il se disait, je ne sais pas si je vais survivre. Je ne sais pas si je vais survivre. Mais je sais que si je commence à dire du mal des gens, je ne survivrai pas. Et donc Mazarin s'est toujours interdit de dire du mal de qui que ce soit. On n'a jamais entendu Mazarin dire de mal de quelqu'un. En fait, lorsque Mazarin parlait de quelqu'un, il n'en disait que du bien à une condition, c'est que ce soit sincère. Entre parenthèses, Mazarin était l'homme politique préféré de François Mitterrand. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé sa fille Mazarine. Elle est importante, celle-là, parce que, en fait, avant de faire cette Madeleine sur Mazarin, tout se sait. Il y a une affiche de Norman Mailer, de Norman Rockwell, je ne sais pas si tu les connais, où tu as des gens quelqu'un qui commence à médire de l'autre, et puis au bout d'un certain temps, ça revient aux oreilles, tu vois. Tout ce qu'on dit se sait, d'accord. Et avant cette Madeleine sur Mazarin, je ne me rendais pas compte que je disais souvent du mal des gens. Tu vois. On a souvent l'occasion de dire du mal des gens, tu vois. Mais depuis que j'ai cette Madeleine, juste avant de médire de quelqu'un, j'ai un petit clignotant, tu vois, j'ai la figure de Mazarin qui apparaît dans ma tête,
et je me dis, est-ce bien nécessaire? Est-ce que je le relirais s'il était là, tu vois? Et 9 fois sur 10, je m'arrête. Je ne dis pas du mal, tu vois? Et donc, on ne se rend pas compte du nombre de fois où on dit du mal des gens. C'est tellement facile, et donc, cette Madeleine m'a permis d'en prendre conscience, tu vois? Et en fait, de pratiquement plus dire du mal des gens. Moi, j'aime beaucoup les livres de Jacqueline de Romilly. Jacqueline de Romilly est la grande spécialiste française de la Grèce antique. Et donc, les livres de Jacqueline de Romilly sont parfois arides, mais ils sont toujours extrêmement intéressants. Donc, je recommande Jacqueline de Romilly. Mais si j'ai un livre qui m'a vraiment beaucoup plu ces derniers mois, je vais en citer un autre. Je vais citer un livre d'une Américaine qui s'appelle Madeline Miller. Et Madeline Miller a écrit un livre qui s'appelle Circé. Circé, sur la magicienne, sur la déesse. Et c'est un livre envoûtant. Et je recommande de lire ce livre qui est d'une modernité extraordinaire et qui s'inscrit dans un combat féministe exemplaire. Je crois que le plus important à partager, c'est... Je crois que la vie était douce avec moi. Et mon principal objectif, c'est de rendre ce que la vie m'a donné. Donc c'est un message de solidarité, de partage. Et on parlait d'empathie-sympathie, d'être encore plus tourné vers l'autre. Rendre ce que la vie m'a donné. Je remercie Claude d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous en 2021 pour un nouveau numéro d'ASAP.